Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit et TSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, ravi de vous retrouver et cette semaine, si vous le voulez bien, j'aimerais que nous ne parlions pas du Moyen-Orient, de l'Orient compliqué comme disait le général. J'aimerais qu'on parle du voyage officiel du roi Charles III et de la reine Camilla aux États-Unis, une visite d'État qui va se dérouler dans quelques jours, du 27 au 30 avril. Alors les souverains vont se rendre à Washington, à New York et en Virginie. Les médias américains qui adorent les Royals vont couvrir l'événement et s'en donner à cœur joie. Mais bon, tout ça prend quand même place dans un contexte où le président Trump s'en prend régulièrement à ses alliés européens, et encore plus depuis le début de la guerre contre l'Iran, il y a maintenant presque 2 mois. Dans ce contexte, est-ce que cette visite est un cadeau fait à Trump et le mérite-t-il véritablement ? Laurence, quel est le sens du voyage du roi Charles ? Ce voyage relève de la stratégie qui est employée par quasiment toutes les personnes qui sont en relation avec Trump, ses conseillers, mais aussi les dirigeants de pays alliés. Il s'agit de se montrer complaisant, de chercher à lui faire plaisir, dans l'espoir de modérer ses attaques, voire de modifier ses politiques. C'est l'attitude de ceux qu'on appelle les enablers, je ne sais pas très bien comment on peut le traduire, les facilitateurs. Oui, voire les complices. De Trump. Depuis 2016, ce sont toutes les personnes dans l'orbite du président qui lui ont permis de faire ce qu'il veut. Oui, c'est pas un qualificatif extrêmement valorisant. Mais justement, cette attitude de enabling, est-ce qu'elle est efficace selon vous ? C'est très difficile à évaluer. Emmanuel Macron a beaucoup mené cette danse depuis 2017, être très sympathique, inviter Trump, etc. Ça n'a pas eu beaucoup de succès sur certaines politiques, comme sur le climat. Trump est sorti des accords de Paris. Sur l'Iran, Trump était aussi sorti de l'accord nucléaire, le JCPOA. Donc ça, c'était pendant le premier mandat. Dans le second mandat, on peut penser que cette attitude a quand même permis d'éviter le pire sur l'Ukraine. Les négociations ont quand même vaguement continué. Bon, c'est une attitude qui peut être considérée comme complice, vous l'avez dit. Elle maintient en tout cas les canaux de communication ouverts. Oui, enfin, vous parlez de la France, mais dans le cas de la Grande-Bretagne, il y a quand même une différence majeure. C'est que on est sur une relation historique très longue, ce que les Américains et ce que les Anglais appellent la special relationship, la relation spéciale entre les deux pays. Elle en est où, cette relation spéciale, d'ailleurs ? Ça va pas fort. L'influence britannique à Washington s'est vraiment érodée depuis un certain nombre d'années. D'abord avec la réduction des forces armées en Grande-Bretagne. Et puis depuis le Brexit, l'économie est peu dynamique et surtout la connexion de la Grande-Bretagne avec l'Europe a quasiment disparu alors que c'était l'un des atouts principaux dans sa relation avec Washington. Une tête de pont ou une sorte de cheval de Troie ? Oui, c'est ce qu'on a pu dire. Pour cet épisode, j'étais partie dans l'idée de resituer cette relation spéciale dans la longue histoire des relations Grande-Bretagne-États-Unis. Je me suis rendu compte qu'on l'avait déjà traité dans un épisode et peut-être qu'on le diffusera la semaine prochaine pendant que nous prendrons des vacances, vous et moi, Romain. Alors, les deux me paraissent une excellente idée, qu'on prenne des vacances et qu'on diffuse cet épisode qui sera parfaitement pertinent la semaine prochaine. Ce détricotage de la relation spéciale s'aggrave encore depuis l'arrivée à Downing Street du nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, enfin nouveau, il est arrivé en juillet 2024. C'est le premier Premier ministre travailliste depuis Gordon Brown, qui était parti en 2010, donc ça fait 16 ans. Trump ne l'aime pas du tout puisque c'est un travailliste et il se montre particulièrement méprisant avec lui. Insultant, on peut même dire. Il y a une scène qui est totalement emblématique de cette relation entre les deux hommes. Ça s'est passé lors d'un G7 au Canada en juin 2025. Trump a fait tomber ses papiers et Keir Starmer s'est précipité pour les ramasser à ses pieds et tout ça devant des journalistes. Les photos, les vidéos sont absolument affligeantes parce que ça donne une image de servilité du Premier ministre britannique. Alors que c'était que des bonnes manières. Oui, la presse américaine en a fait un témoignage de soumission de la Grande-Bretagne aux États-Unis et évidemment la Maison-Blanche a instrumentalisé les choses par la suite. Et comme vous le disiez en intro, depuis le début de la guerre contre l'Iran, les attaques de Trump n'ont fait qu'empirer avec le refus de la Grande-Bretagne de participer aux opérations militaires. Oui, on peut pas dire que l'ambiance soit excellente entre le UK et les États-Unis en ce moment, mais est-ce qu'il fallait la maintenir, cette visite ? Eh bien justement, certains s'en sont émus. C'est le cas de Ed Davey, qui est un membre du Parlement britannique, leader du Parti libéral-démocrate. Il a réclamé ces derniers jours l'annulation pure et simple du voyage royal. Écoutez plutôt. He is a dangerous and corrupt gangster, and that is how we must treat him. So will the Prime Minister advise the King to call off his state visits to Washington before it's too late?
Oui, alors on voit dans cet extrait, qui est un extrait où les députés anglais posent des questions au gouvernement, et là, en l'espèce au Premier ministre, on voit que ce député Ed Davey dit que Trump est un gangster corrompu et qui doit être traité comme tel, et il demande au Premier ministre de demander au roi d'annuler sa visite, ce qui n'a manifestement pas été suivi des faits. Non, parce que le calcul du gouvernement britannique, c'est celui du soft power britannique. Le président américain adore la famille royale, il estime qu'un peu de son prestige va rejaillir sur lui. Il va donc être probablement très content de cette visite. Cela pourrait avoir un impact positif sur les négociations commerciales qui sont en cours entre les deux pays, sur les enjeux géopolitiques au Moyen-Orient, etc. Oui, enfin, c'est quand même un peu un retour à la stratégie de enabling. Est-ce qu'on est sûr que ça va marcher? Est-ce qu'il n'y a pas quand même de grandes possibilités pour que, une fois de plus, on soit déçu sur les résultats de cette stratégie? Alors, cette stratégie, ce serait à moyen-long terme, mais dans l'immédiat, pendant la visite même, il y a déjà pas mal de scénarios catastrophes. Parce qu'on sait que Trump ne respecte jamais le protocole. Le roi Charles pourrait avoir, par exemple, à l'écouter critiquer son propre Premier ministre Keir Starmer, ou même entendre Trump évoquer ses plans pour acquérir le Canada, un pays dont je vous rappelle que le roi d'Angleterre est le chef d'État. Oui, enfin, il devrait quand même s'arrêter un peu avant de faire une mise en scène de l'humiliation comme il avait réservé à Zelensky il y a quelques mois dans le bureau ovale. Oui, mais rappelez-vous de ce que Trump a dit à la première ministre japonaise il y a quelques semaines. Il lui a rappelé Pearl Harbor devant tous les journalistes. Elle était extrêmement gênée. Une chose, c'est que vous ne voulez pas envoyer de signal à l'ennemi. On a frappé très fort et on n'a prévenu personne, parce qu'on voulait garder un effet de surprise. Qui s'y connaît en surprise mieux que le Japon, hein? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu pour Pearl Harbor, ok, n'est-ce pas? Dans ce genre de cas, on se souvient que la reine Elisabeth se mettait ostensiblement à chercher quelque chose dans son sac à main. On ne sait pas tellement ce que Charles pourra faire dans cette situation. Oui, s'équiper d'un sac à main serait en soi-même probablement une entorse au protocole. Gageons quand même que Trump ne parlera pas au roi Charles de l'ex-prince Andrew et de son rôle dans l'affaire Epstein. Oui, enfin, on est à l'abri de rien. Je voudrais aborder maintenant, si vous le permettez, un autre élément qui me semble très important dans cette visite d'État des souverains britanniques aux États-Unis. Les communiqués officiels côté Grande-Bretagne donnent comme raison à la visite d'État la volonté de célébrer le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance en 1776. Et là, j'ai envie de dire... Excuse me, parce que ce sont nous, les Français, qui étions sur les champs de bataille aux côtés des rebelles américains, Lafayette, Rochambeau, l'amiral de Grasse, etc. Je suis vraiment stupéfaite que les Anglais aient le toupet d'aller célébrer cet anniversaire à notre place aux États-Unis. Les Redcoats, vous savez, les militaires anglais, c'était eux les ennemis à l'époque. Mais il n'y a rien de prévu en termes de célébration franco-américaine pour le 250e anniversaire cette année? La Maison-Blanche annonce une célébration monstre à Washington au moment du 4 juillet, donc dans 2 mois et demi. L'Élysée a reçu une invitation, mais je crois comprendre qu'ils n'ont pas encore répondu. La vérité, c'est qu'il est difficile d'aller célébrer les idéaux des Lumières et de la démocratie libérale, les idéaux de 1776, avec l'administration Trump. On va donc voir ce qui se décide. Il y aura de toute manière une fête à l'ambassade des États-Unis, ici à Paris, qui est annoncée aussi comme grandiose. Mais les relations avec l'ambassadeur des États-Unis à Paris en ce moment, Charles Kushner, le père de Jared Kushner, sont pas très bonnes, donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Pour conclure là-dessus, Romain, j'ai envie de dire que dans le contexte du Trumpisme, cet anniversaire de 2026 va vraiment être une occasion ratée pour l'amitié franco-américaine et c'est vraiment dommage. Oui, c'est bien dommage, effectivement. Mais revenons à la relation Amérique-Angleterre. On est sorti de la période pro-Brexit en Angleterre, on a maintenant un gouvernement Labour qui est beaucoup plus pro-européen, mais où en sont les relations entre le courant MAGA US et son équivalent en Grande-Bretagne? L'équivalent du MAGA en Grande-Bretagne, c'est tout ce qui tourne autour de Nigel Farage, qui a, vous en souvenez, fait campagne pour le Brexit. Alors c'est pas un conservateur, il était vraiment à l'extrême droite. Son parti à l'époque s'appelait UKIP, et maintenant il en a un autre qui s'appelle Reform UK. Les liens entre Farage et Trump sont assez étroits, mais on sait bien que l'entente entre partis ou courants nationalistes de différents pays ne va pas de soi.
Ces partis peuvent bien avoir les mêmes idéologies, xénophobes, protectionnistes, déclinistes, réac, tout ce que vous voulez, mais en dernière analyse, ils sont toujours opposés sur leurs nationalistes respectifs. Le grand révélateur en ce qui concerne les liens entre ces partis MAGA en Europe et aux États-Unis, ça a été les revendications de Trump sur le Groenland, qui ont fait comprendre aux nationalistes européens que les MAGA américains ne pouvaient pas complètement être leurs amis. Donc il n'y a pas d'influence croisée entre MAGA américains et britanniques ? Il y a beaucoup de contacts, mais de ce qu'on comprend, Nigel Farage n'a pas vraiment d'influence aujourd'hui à Washington. Et dans l'autre sens, les influences de MAGA US sur la Grande-Bretagne, c'est encore pire, puisque la proximité de Trump avec Nigel Farage nuit à la popularité de son parti Reform UK. Je vous cite un sondage de ces derniers jours, avril 2026. 14% seulement des Britanniques approuvent le président Trump, contre 81% qui ne l'aiment pas. Du coup, Reform UK a chuté de 5 points dans les sondages ces dernières semaines à un mois d'élections locales en Grande-Bretagne, au mois de mai. On a aujourd'hui Reform UK, les conservateurs et les travaillistes dans un mouchoir de poche entre 20 et 25% d'intention de vote. Est-ce que ça veut dire, alors que le roi Charles s'apprête à aborder les côtes américaines, que l'Angleterre, elle, a tourné la page de la relation spéciale avec les États-Unis ? Mais écoutez, je vais vous citer un article de The Economist de cette semaine, donc ce grand hebdomadaire libéral britannique. Il préconise que la Grande-Bretagne remette en cause cette relation spéciale, justement, compte tenu de l'imprévisibilité et de la dangerosité de Trump, et que le pays se rapproche du continent sur les questions économiques, mais surtout sur les questions de sécurité. Oui, un élément de plus qui va dans le sens d'une Europe qui doit se reprendre en main, s'unir et s'armer plus que jamais. Merci Laurence. La semaine prochaine, donc, un épisode sur la relation spéciale, son histoire et son actualité entre les États-Unis et l'Angleterre. Et nous nous retrouverons en live la semaine suivante. Merci Laurence. Merci Romain, à très bientôt. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.